Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous choisir pour suivre le programme du soir sur New World Info ce vendredi. Nous commençons comme toujours avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, on va parler des États-Unis qui se retirent du traité Open Sky. Nous évoquons le sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Donald Trump a annoncé le retrait américain du traité ciel ouvert, traité militaire international négocié en 92 après l'effondrement de l'Union soviétique et entré en vigueur en 2002. L'accord permet aux 34 pays signataires de survoler leurs territoires respectifs pour vérifier le contrôle des armements et pour détecter d'éventuels mouvements militaires. Cela fait des années que les États-Unis accusent la Russie de violer régulièrement ce traité. En toute impunité, Mamadou Diouf, première question. Le traité Open Sky, c'est quoi exactement? En fait, c'est un traité qui vient suite à, j'allais dire, la chute du mur de Berlin. Quand je dis chute du mur de Berlin, il faut voir un peu tout ce qui a existé pendant la guerre froide comme atmosphère de méfiance, d'espionnage entre ce qu'on appelait Est et Ouest. Et quand on s'est rendu compte que l'URSS n'existait plus, les gens ont pensé qu'il faut pacifier ces relations. Les gens doivent se rappeler du processus de dénucléarisation qui a été entamé. Il y a eu plein de traités qui ont été pris. Et parmi ces traités, il y a celui-là qu'on appelle ciel ouvert. Le nom est en anglais simplement ciel ouvert. Une façon de montrer à l'autre que mes armements sont effectivement des armements conventionnels. Une façon également, j'allais dire, de laisser l'autre dans la quiétude pour que l'autre sache que je ne suis pas en train de préparer des troupes pour venir l'attaquer. Pour ceux qui connaissent la guerre froide, durant toute la guerre froide, c'était comme ça. Il suffisait qu'il y ait des mouvements de troupes quelque part pour qu'on dise attention, c'est comme si les gens sont en train d'aller vers telle frontière, le pays également fait son mouvement de troupes et on était tout le temps à 2 pas d'une guerre puisque chacun pensait que l'autre allait l'attaquer. Pour mettre fin à cette atmosphère, j'allais dire, de terreur, les gens se sont entendus, on pouvait survoler un pays et se rendre compte qu'effectivement, les militaires sont dans leur caserne, les activités militaires sont normales, il n'y a pas de troupes qui sont en train de venir vers ma frontière pouvant me menacer. Et c'est cet accord-là que le président Trump est en train de remettre en cause. Ça veut dire, en d'autres termes, c'est que, par exemple, la France, l'Italie ou tel autre pays peut aller survoler un autre territoire pour voir comment se comportent les troupes, quels armements ils ont. Tout à fait, avec un avion militaire d'ailleurs. Même avec un avion militaire, alors que même avec les avions civils pendant la guerre froide, même l'avion civil, on se posait des questions. Est-ce qu'on ne l'a pas manipulé? Est-ce qu'on n'a pas mis des appareils dedans pour prendre des photos? Puisque c'était ça l'état d'esprit. Chacun se disait que l'autre cherche à me détruire. L'autre cherche mes faiblesses. L'autre cherche à savoir où j'ai mis le dépôt de mes armements, puisque tout le monde se disait qu'en cas de guerre, il faut être dans la meilleure posture, avoir les bonnes informations, savoir quel site il faut attaquer. Ça fait que même l'aviation civile a été un problème, à plus forte raison, l'aviation militaire. Alors qu'ici, dans cet accord, un avion militaire doit pouvoir venir passer pour que le pays qui est survolé montre clairement qu'il n'y a aucun antagonisme par rapport aux pays qui sont au niveau de ces frontières. Il n'y a pas des troupes qu'on est en train de mobiliser, il n'y a pas une colonne de chars en train de vouloir attaquer quelque part, ou bien comme c'était le cas avec Cuba à l'époque, il n'y a pas des Pershing 2 qu'on a orientés vers les États-Unis, ce qui avait créé la crise de Cuba entre l'URSS de l'époque et les États-Unis. Alors, Open Sky a été négocié en 92 et entré en vigueur en 2002. 2002, c'est quand même un peu loin de la guerre froide. Il n'y avait plus cette tension qui existait. Oui, mais c'est que 92 également, c'était trop proche de la fin du mur de Berlin. Il y avait encore des interrogations. Et c'est l'Union soviétique qui était tombée. Il y a d'autres régimes soviétiques qui n'étaient pas encore tombés. Parce que c'est quand l'URSS est tombée que d'autres régimes sont tombés. Mais à l'époque, il y avait encore d'autres pays qui continuaient dans le marxisme. Je me rappelle même certains marxistes africains qui disaient qu'en fait, ce n'est pas le marxisme qui a des problèmes, c'est l'Union soviétique qui a mal pratiqué le marxisme. Donc il y avait des gens qui essayaient toujours de vouloir faire revenir ce marxisme-là. N'oublions pas que la Chine, à l'époque, était encore marxiste. Il y a également la Corée du Nord, etc. Vous avez tout un ensemble de pays qui étaient là, qui avaient gardé un peu ce caractère-là. Les négociations ont été longues, parce que quand même, de 45 à 90,
Ça fait pratiquement 45 ans. Après 45 ans de méfiance, on ne peut pas se lever du jour au lendemain, ouvrir ses frontières aériennes à quelqu'un dont on sait pertinemment qu'il a toujours tout fait pour savoir où sont mes dispositifs militaires, de quelles armes je dispose, quelles recherches je suis en train de faire en termes d'armement pour pouvoir le devancer dans l'utilisation d'une arme plus performante que l'arme qui existe à l'époque, etc. C'est pourquoi, effectivement, il n'a pas été facile d'avoir un accord sur ce open sky, comme on l'appelle, mais c'est pourquoi également il est incompréhensible que Trump vienne enlever un accord qui a été difficilement négocié pour arriver à signer cette convention en 2002. Alors Donald Trump justifie ce retrait américain par le fait que la Russie viole régulièrement ce traité. Qu'est-ce qu'on met dans cette violation qu'on impute à la Russie? C'est lui peut-être qui va nous l'expliquer. Parce que comme d'habitude, moi quand Trump parle, je ne prends pas. C'est dommage, mais il y a eu tellement de choses qu'il est dangereux de prendre la parole de Trump aujourd'hui. Il faut le laisser lui-même expliquer ce qu'il dit, parce qu'il risque de se relever demain et de dire autre chose que ce qu'il avait dit et que les gens avaient bel et bien entendu. On l'a vu tout récemment porter un masque, alors que tout le monde connaît tout le discours qu'il a tenu pendant longtemps par rapport au Covid, et c'est ça son comportement sur plusieurs dossiers. Pour moi, le fond du problème, c'est Trump qui continue avec son unilatéralisme. Ce n'est pas le premier accord d'où il a fait sortir les États-Unis. On se rappelle le nucléaire iranien, on se rappelle la CAP 21 après la conférence au niveau de Paris. Il y a même un accord sur les missiles à moyenne portée. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis également le font. Il l'avait fait avec l'UNESCO. Trump est en train de menacer de sortir de l'Organisation mondiale de la santé, etc. Donc, pour moi, avec Trump, ce n'est vraiment pas quelque chose d'extraordinaire. Il faudrait plutôt, comme certains sont en train de vouloir le faire au niveau de l'OTAN, en convoquant une réunion d'urgence, voir comment faire en sorte pour que cet accord soit préservé. Parce que si on suit Trump, on risque de retourner à une guerre froide d'une façon ou d'une autre. Quelles sont les conséquences du retrait américain? La première conséquence, c'est que la Russie, et c'est ça que au niveau de l'OTAN qu'on craint le plus, que la Russie dise, OK, si les Américains ne veulent pas qu'on sache ce qui se passe chez eux, nous également, on ne va plus savoir ce qu'on fait chez nous. Donc, comme ils disent, ils vont fermer leur espace aérien, ce qui est contraire à ce open qui signifie plutôt ouvrir cet espace aérien. Donc, c'est la première crainte. L'Allemagne a déjà, par exemple, avec Angela Merkel, interpellé le président américain pour lui demander de revenir à de meilleurs sentiments, parce que ça ramène les gens sur plusieurs années, sur une vingtaine d'années, pratiquement toute une génération en arrière. Et elle connaît très bien ce problème, puisque n'oublions pas que l'Allemagne avait été divisée en deux. Et ce qui se passait entre les pays de l'Est et de l'Ouest de façon générale, c'est exactement ce qui se passait entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, bien que antérieurement c'était un seul et même pays. Donc elle connaît très bien ce problème, elle l'a vécu elle-même. Quand elle parle, elle sait bien de quoi elle parle. Et je me dis que si les autres persistent sur l'accord, ils pourront certainement amener Trump à de meilleurs sentiments pour que l'accord ne disparaisse pas après 20 ans de loyaux services. Est-ce qu'il y a des conséquences pour l'OTAN? Il y a des conséquences, bien sûr, pas seulement pour l'OTAN, mais surtout pour les pays de l'OTAN qui sont frontaliers avec l'URSS. Puisqu'il y a cette crainte qui est là, que les gens ne disent pas, comme on dit, qui veut la paix prépare la guerre. Dans ces puissances, il y a toujours un arsenal qui est là. Les gens ont des scénarios qu'ils ne montrent pas aux gens pour au cas où on nous attaquerait par ici ou par là. Et comme tout le monde savait que c'est ce qui se passait, on avait voulu pacifier les relations. Pour qu'on ne soit pas là à attendre de l'autre une attaque d'un moment à l'autre, une attaque surprise, etc., un sabotage de son matériel militaire. On a voulu vraiment arrêter avec cette façon de vivre qui a existé après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ça qui va revenir. Parce que si la Russie dit on ne survole pas mon espace aérien, les Américains disent on ne survole pas mon espace aérien, est-ce que les autres pays vont accepter qu'on survole leur espace aérien? Si les réactions se répètent de la sorte, c'est l'accord qui va tout simplement voler en éclats. Et ce n'est pas pour rien que l'OTAN convoque dès aujourd'hui même une conférence de façon urgente pour voir comment trouver une solution pour éviter qu'une nouvelle crise n'intervienne sur cette question sécuritaire.
Les 34 pays qui sont concernés par cet accord, c'est, à part les États-Unis et la Russie, il y a des grandes puissances parmi? Oui, c'est pratiquement les pays européens. Puisque à l'époque, c'était eux les plus intéressés. Nous autres pays africains, il n'y a véritablement pas de gros enjeux. On n'a pas d'armes nucléaires, on n'a pas un certain nombre de choses. Pratiquement tous les pays de l'OTAN sont dedans. Et ils sont déjà pratiquement tous les pays de l'Europe. Plus, bien sûr, les États-Unis, la Russie sont tous concernés par cet accord. C'est la raison pour laquelle l'OTAN est en train de prendre le devant, parce que ça a permis à l'OTAN de pouvoir non plus être là comme une force où les gens se solidarisent pour s'attendre à aller lutter contre une autre force, mais les gens avaient commencé à aller dans le sens d'une autre coopération sur le plan militaire avec d'autres qui, pendant la guerre froide, étaient plutôt des adversaires. La Russie, en réagissant, a accusé les États-Unis de s'aborder l'instrument qui, ces 20 dernières années, a garanti la paix et la sécurité en Europe. En même temps, on a vu, par exemple, le feuilleton ukrainien avec la Russie. L'accord était là, mais les tensions n'ont pas cessé. Tout à fait. Avec l'Ukraine, on a un problème de l'éclatement de l'URSS qui n'est pas fini jusqu'à présent. C'est l'Ukraine actuellement, c'était la Tchétchénie avant. L'URSS est partie. Comment il s'appelle encore? Poutine avait voulu remettre à la place de l'URSS une autre puissance. Mais certains pays qui, il faut le rappeler, avaient été mis par la force à l'intérieur de l'URSS, parce que c'est ça l'histoire. Ce n'était pas une union. C'est des gens qu'on avait mis dedans par la force. La preuve, la Lettonie, l'Estonie, tous ces pays sont sortis. On les retrouve aujourd'hui plutôt du côté de l'Europe, du côté de l'OTAN, que du côté de la Russie, alors que ces pays faisaient partie de l'URSS. C'est la même chose avec la Tchétchénie, c'est la même chose avec l'Ukraine. Vous avez un certain nombre de pays qui ne voulaient plus continuer dans cette relation qui était plutôt une relation basée sur la force. Mais la Russie également se retrouve dans un problème. La Russie est en face de l'Union européenne, un grand ensemble. En face des États-Unis, un grand ensemble. Pour faire face, la Russie a intérêt à être un grand ensemble. Et c'est pourquoi la Russie s'est mise à refuser que certains pays sortent. À défaut de pouvoir les empêcher de sortir, la Russie fait tout pour que celui qui va diriger ce pays soit à la solde de la Russie. En ce moment, même si le pays n'est pas à l'intérieur de la Russie, c'est la Russie pratiquement qui décide de ce qui va se passer. Et c'est ça le phénomène ukrainien. Les Européens l'avaient très bien compris, mais bon, ils ne sont jamais allés très loin. Il y a eu des déclarations, il y a eu des condamnations. La France a refusé à un certain moment de vendre à la Russie 2 porte-avions qui avaient été commandés par la Russie, qui ont fini entre les mains de l'Égypte. Mais à part ces quelques sanctions, il n'y a pas eu véritablement une levée de bouclier contre la Russie à l'époque. En même temps, le retrait des États-Unis, est-ce que Trump reste fidèle à sa logique? Les Américains ne vont plus être les gendarmes des Européens, puisque aujourd'hui on dit que c'est un traité ciel ouvert, mais on sait que ça profite plus aux Européens, les États-Unis étant un peu loin. Tout à fait. On connaît la position des États-Unis. C'est pourquoi c'est pas pour rien que l'OTAN se précipite. Parce que les Américains ont dit de façon claire pourquoi ils vont continuer à financer l'OTAN, pourquoi ils vont continuer à protéger ces pays. Alors qu'à l'époque, avec la guerre froide, c'était ça le principe. Et il y avait également le répondant de l'autre côté. Mais aujourd'hui, Trump, avec ce qu'il a dit, et il est logique là-dessus, les Américains d'abord, les États-Unis d'abord. Et avec ce principe, bien sûr, Trump voulant avoir suffisamment d'argent à mettre à l'intérieur des États-Unis pour sa propre politique, pour pouvoir satisfaire sa propre population, comme vous le voyez, en train de couper le robinet au niveau de l'OMS, il est en train de menacer de couper les robinets au niveau de l'OTAN, il est en train de menacer de couper les robinets au niveau des soldats américains, pas seulement dans cette zone, mais en Afghanistan et en Afrique, même ici au niveau du Sahel. Partout, il dit on va ramener les soldats américains. Il est dans une logique d'économie. Il est également dans une logique de sortir les Américains de ces guerres multiples où se retrouvent les Américains sans pour autant que ce soit une guerre qui implique directement les États-Unis. Donc, il est dans cette logique. En plus de cela, il y a cet unilatéralisme qu'on retrouve chez lui. Au lieu de se concerter avec les gens, parce que c'est un accord, il aurait pu poser le problème à l'intérieur du cadre pour que les gens en discutent et trouver une solution. Mais comme à chaque fois, c'est ce qu'il avait fait avec le nucléaire iranien, il se lève un beau matin, il dit « je pars ».
Mais on ne sort pas comme ça d'un accord. Il y a 6 mois pendant lesquels des négociations peuvent être faites. Si les négociations marchent, les États-Unis resteront dans l'accord. C'est si les négociations plutôt échouent, que les États-Unis sortiront dans 6 mois. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons la pause et c'est vendredi, vous le savez, on reçoit l'invité sport après.